Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. On va commencer aujourd'hui une série d'au moins 5 vidéos consacrées à des compléments de cours sur la gravitation, sur les équations des coniques, les équations des trajectoires, les ellipses, les hyperboles, les paraboles. Bref, on va aller plus loin que le cours classique, en tout cas de classe préparatoire, sur la gravitation, puisqu'on va vraiment apprendre à établir l'équation des ellipses et des hyperboles et des paraboles à partir de ce qu'on appelle les formules de Binet. On va faire ça pour des champs attractifs, des champs newtoniens attractifs comme la gravitation, mais aussi pour des champs répulsifs comme dans l'expérience de Rutherford, donc l'expérience qui a mis en évidence l'existence d'un noyau atomique. Donc là, on aura un champ newtonien, mais un champ répulsif. Donc je vais faire au moins, allez, je sais pas, peut-être 5 vidéos. Première vidéo, on va simplement étudier mathématiquement les équations polaires. On va expliquer tout de suite ce que c'est des coniques, ellipses, paraboles, hyperboles, etc. Avant peut-être d'expliquer ce qu'est la trajectoire en coordonnées polaires, on se rappelle avec l'énergie potentielle effective ou efficace, j'ai fait une vidéo là-dessus, que quand l'énergie mécanique est positive ou nulle, le satellite est libre, c'est-à-dire qu'il a une trajectoire soit parabolique, soit hyperbolique. Alors jusqu'à présent, on avait affirmé sans aucune démonstration que c'était une trajectoire parabolique et hyperbolique. Et justement, le but de cette série de vidéos, c'est de le démontrer. Et quand l'énergie mécanique est strictement négative, la trajectoire est liée et on a soit une ellipse, soit un cercle qui finalement peut être considéré comme un cas particulier d'ellipse. Alors qu'est-ce que c'est qu'une équation polaire ? De manière générale, dans tous les programmes de maths, on n'étudie plus forcément les courbes en coordonnées polaires, mais l'idée est très simple. On se place dans le plan de la trajectoire et plutôt que d'étudier r de t, θ de t, les courbes paramétrées en fonction du temps, du rayon et de l'angle, ou même x de t, y de t, eh bien, on verra grâce aux formules de Binet qu'en réalité, on étudie plutôt r fonction de θ. Donc, après avoir choisi un axe polaire, donc il va être l'origine pour les angles θ, il suffit pour un angle θ donné de reporter la valeur de petit r pour trouver la position du point M dans sa trajectoire, et c'est ce qu'on appelle une courbe en coordonnées polaires. Alors l'inconvénient évidemment, c'est qu'on n'a pas le lien direct entre le temps et le rayon ou l'angle. Ça c'est un petit peu embêtant, mais bon, il y a des techniques en fait pour y arriver, c'est en passant par la loi des airs et en intégrant la loi des airs, on peut aussi retrouver exactement où est le point sur sa trajectoire. Peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard là aussi. Donc, on démontrera dans les vidéos qui viennent que dans tous les cas, pour un champ de gravitation, un point P de masse m soumis à un champ de force centrale de gravitation, l'équation de la trajectoire se mettra sous forme polaire r de θ de la forme P sur 1 plus E cosinus de θ moins θ0. P, c'est ce qu'on appelle le paramètre de la conique. On va apprendre sur les différentes situations à voir géométriquement à quoi correspond cette distance, le paramètre P. L'excentricité, c'est sans dimension, c'est le paramètre petit e. Et là aussi, on verra que la nature de la conique, on va faire ça tout de suite, dépend de la valeur de ce facteur sans dimension, petit e. θ0, on verra que c'est un angle particulier. Et on verra aussi que θ0, on peut généralement le prendre égal à 0 en choisissant convenablement l'axe polaire. Alors, peut-être la première chose qu'on va faire, c'est une discussion très simple. Si on admet que l'équation de la trajectoire est celle-là, on peut déjà essayer de relier semi-qualitativement la valeur de l'excentricité E au type de trajectoire auquel on a affaire. Donc, on a dit que les trajectoires liées, celles pour lesquelles R est borné, R ne peut jamais tendre vers l'infini, ce sont soit des ellipses, soit des cercles. Alors en admettant ce résultat, on voit que le dénominateur ici ne s'annulera jamais si et seulement si l'excentricité, qu'on choisira par convention positive, bon on peut la choisir négative en prenant un θ0 égal à pi, on se ramènera alors à une excentricité positive. Donc supposons-la positive. Donc si l'excentricité est comprise entre 0 et 1 strictement, comme cosinus varie entre moins 1 et 1, eh bien on voit que le dénominateur ne s'annule jamais et qu'à ce moment-là, le rayon R est compris entre deux valeurs extrêmes. Donc le rayon sera minimum quand le dénominateur est maximum.
Donc ça, c'est ce qu'on appellera Rmin. Donc c'est P sur 1 plus E. Et Rmax est égal à P sur 1 moins E. En fait, ça correspond à une ellipse. Une ellipse. Et on verra tout à l'heure, je vais m'étendre plus sur les ellipses, on va voir un petit peu toutes les relations qui existent entre ces différents paramètres, le grand axe, le petit axe, l'excentricité, le paramètre, etc. On va y revenir plus en détail. Mais donc, c'est une ellipse. Quand, cas particulier, l'excentricité est nulle, à ce moment-là, on voit que R de θ vaut toujours P. Donc en fait, c'est une constante, ce qui signifie que eh bien, c'est un cercle. Rmin et Rmax sont confondus. On a un cas particulier d'ellipse qui se trouve être un cercle. Le petit axe, le grand axe sont égaux au rayon de la trajectoire. Donc, on peut déjà compléter notre petit diagramme ici. Donc, quand E est compris entre 0 strictement et 1, on a une ellipse. Et quand E égale 0, on a un cercle. Alors, si E est supérieur ou égal à 1, on voit que le dénominateur peut s'annuler. Et donc là, on aura affaire à des trajectoires libres. Si E égale 1, alors là, on va plus ou moins l'admettre, mais on a affaire à une parabole. Une parabole, alors on pourrait écrire l'équation de cette parabole. R de θ est égal à P sur 1 plus cosinus θ. Je vais revenir tout de suite après sur les propriétés géométriques de cette équation. Si on a E strictement plus grand que 1, on a une trajectoire libre et pour l'instant, je demande d'admettre que c'est une hyperbole. À ce moment-là, l'équation de la trajectoire s'écrit R de θ est égal à P sur 1 plus E cosinus de θ, oui j'ai pris θ0, est égal à 0 et le dénominateur va pouvoir lui aussi s'annuler et R va pouvoir tendre vers plus l'infini. Donc pour l'instant, à ce stade-là, on retient simplement, qualitativement rien qu'en annulant la possibilité du dénominateur de s'annuler pour R de θ, que si E est strictement plus petit que 1, on a une ellipse ou un cercle, et que si E est plus grand que 1, plus grand ou égal à 1, on a soit une parabole, soit une hyperbole. Alors maintenant, on va étudier plus en détail la forme de ces trajectoires, voir la signification géométrique de tous ces paramètres et les relations qu'on peut déduire à partir de l'équation polaire de la trajectoire. Je propose de commencer par l'équation de la parabole. Pourquoi pas? Donc, la parabole, E égale 1, peut s'écrire R de θ est égal à P sur 1 plus cosinus de θ moins θ0. Quand on met en équation une telle polaire avec les formules de Binet, l'astre attracteur se trouve toujours en eau. C'est là qu'il y aura donc la masse grand M, si c'est la Terre pour un satellite artificiel ou le Soleil pour une planète, donc dans le système solaire. Donc une parabole, E égale 1. Donc si on fait le dessin, en réalité cette parabole elle a un foyer. Et le foyer, ça ce sont les propriétés des coniques, c'est justement l'astre attracteur, c'est le pôle de la force. Donc le foyer sera systématiquement mis au point O. Donc cette parabole elle a cette allure-là. Alors regardons un petit peu. On voit que quand θ est égal à θ0, le cosinus est maximum et il vaut 1. Et donc on aura R de θ0 est égal à P sur 2 est égal au rayon minimum. Donc ça c'est le point pour lequel la parabole est la plus proche de l'astre attracteur. Donc je vais redessiner cette parabole. Donc on va prendre un système d'axes X, Y, donc la direction θ0. Et donc, on a ici ce qu'on appelle le péricentre. Donc, le péricentre, on verra ça pour toutes les coniques. Il existe toujours, quelle que soit d'ailleurs la nature de la conique, y compris quand on a des trajectoires libres. C'est le point qui correspond au point le plus proche de l'astre attracteur. Et donc, le point O, c'est un foyer. Donc, ici, on a
P sur 2. Alors c'est là ce que je disais tout à l'heure, on peut toujours s'arranger pour que θ0 soit nul, à condition un petit peu de faire une rotation des axes, c'est-à-dire de mettre l'axe polaire, et c'est généralement ce qu'on fait, sur l'axe dirigé de haut vers le péricentre. À ce moment-là, voilà, θ0 vaudra 0 en rebaptisant un axe polaire sur l'axe dirigé vers le péricentre, mais ce n'est pas une obligation. On peut aussi regarder ce qui se passe en θ est égal à θ0 plus ou moins pi sur 2. Donc là, on est à 90 degrés par rapport au péricentre. Et donc là, on va voir la signification du paramètre P, puisque ce cosinus va s'annuler. Donc ici, on aura P, et ici, on aura P. Donc voilà les propriétés géométriques d'une telle parabole. On a P sur 2 ici, et on a P à 90 degrés. Donc ça, c'est caractéristique d'une parabole. Donc l'excentricité vaut 1. Et on voit que R peut tendre vers plus l'infini quand le cosinus tend vers moins 1, c'est-à-dire quand θ tend vers θ0 plus ou moins pi. Donc dans la direction opposée à l'axe polaire, ce sont les directions asymptotiques, donc pour lesquelles R peut tendre vers plus l'infini. Quand l'excentricité est strictement plus grande que 1, on a une hyperbole. Alors, ça a un peu la même allure qu'une parabole. Donc, on s'aperçoit que l'équation de cette hyperbole s'écrit comme je viens de l'écrire au-dessus. 1 plus E, allez, je vais choisir un θ0 égale à 0. On va voir que ça signifie qu'on a orienté l'axe polaire vers le péricentre. Donc, R de 0 à ce moment-là, ou R de θ0 dans le cas général, vaut P sur 1 plus E, et c'est le rayon minimum, donc c'est le rayon à ce qu'on appelle donc le péricentre de l'hyperbole. Et donc on a l'astre attracteur qui est toujours le foyer de cette hyperbole, et donc l'axe polaire est orienté vers le péricentre, donc le péricentre est ici. Alors si l'astre attracteur c'est la Terre, on dit que c'est le périgée. Si l'astre attracteur ou l'étoile attractrice est le Soleil, on dit le périhélie, un périgée, géos en grec, ça veut dire terre, périhélie, hélios en grec, ça veut dire soleil. Donc la distance minimale, c'est la distance entre le centre de l'astre attracteur et le point le plus proche de cet astre attracteur. On voit que R peut tendre vers plus l'infini quand le dénominateur s'annule, c'est-à-dire cosinus de θ qui vaut moins 1 sur E, c'est-à-dire θ qui vaut plus ou moins arc cosinus de moins 1 sur E. Donc on voit que ça fait un angle supérieur à pi sur 2. Et donc ça nous donne les directions asymptotiques des branches de cette hyperbole. Voilà. Donc en passant par le centre. Donc plus ou moins arc cosinus de moins 1 sur E. Et le paramètre P, alors là aussi, donc quand θ vaut plus ou moins pi sur 2, puisque j'ai choisi θ0 égale à 0, donc on retrouve ici le paramètre P, et également ici le paramètre P, donc la distance entre ces deux points de l'hyperbole. Donc voilà ce qu'on peut un petit peu dire sur les propriétés géométriques et la signification graphique de P et de l'excentricité sur une trajectoire de type trajectoire hyperbolique. Alors le plus riche évidemment ce sont les ellipses. Donc on va donner encore plus de propriétés sur les ellipses. L'ellipse correspond à une excentricité qui est comprise entre 0 et 1. Bon, j'exclus le cercle, hein, donc je mets une inégalité stricte. Donc on va écrire R de θ est égal à P sur 1 plus E. Là aussi je vais choisir θ0 égale à 0. Donc on verra que ça veut dire que l'axe polaire est dirigé vers le péricentre. Donc dessinons une ellipse. Voilà. Donc dans un repère cartésien. Donc le centre de l'ellipse et les deux foyers. Alors il y a plusieurs manières de définir une ellipse. Donc une ellipse a toujours deux foyers, F et F', un centre. Si on prend un point M sur l'ellipse, une des propriétés de l'ellipse, c'est que la somme
des deux distances MF plus MF' est une constante. Et si on prend le point M ici, on voit que cette constante, MF' plus MF, est égale à 2A. Alors, A, c'est ce qu'on appelle le demi-grand axe, donc on retrouve ici, et ici, bien sûr. Et donc B, c'est aussi le demi-petit axe. Donc on va essayer de relier toutes ces grandeurs entre elles. Donc une des façons, et on s'en servira de définir l'ellipse, c'est que la somme des distances aux deux foyers est une constante, et cette constante vaut 2 fois le demi-grand axe. Alors, quand on met en équation polaire une telle ellipse, donc il faut avoir conscience que l'astre attracteur ne se situe pas au centre de l'ellipse, surtout pas, sauf dans le cas d'un cercle bien sûr, mais se situe sur un des foyers. Donc ça veut dire que l'origine du repère se situe non pas en oméga, mais se situe ici, sur un des foyers. Comme d'ailleurs pour les autres coniques. Et donc, quand on prend un point M, il est repéré par l'angle θ et par la distance r comptée par rapport à ce foyer. Alors, quelles propriétés on peut énoncer sur une telle trajectoire, sur une telle équation polaire? Donc, on peut déjà repérer le rayon au péricentre. On l'a mentionné tout à l'heure, on a dit qu'il y avait un rayon minimum. Donc, le rayon au péricentre, c'est la valeur minimale du rayon. Donc, R min, il vaut P sur 1 plus E. R max, il vaut P sur 1 moins E. Donc, sur le dessin, ici, on a R min. Ici, on a R max. Donc, ce point-là, c'est ce qu'on appelle l'apocentre ou l'apohélie, s'il s'agit du Soleil, ou l'aphélie. On abrège parfois ça comme ça. Si c'est pour la Terre, si l'astre attracteur est la Terre, c'est l'apogée, donc ça dans le vocabulaire courant, c'est rentré dans le vocabulaire courant, l'apogée. Donc évidemment, ces deux grandeurs sont bien définies et sont toutes les deux positives. Alors, on peut, grâce à ça, trouver des relations entre le demi-grand axe et RA-RP. On voit que RA plus RP, ça vaut 2A. Donc, le grand axe complet, 2 fois le demi-grand axe. Donc, ça fait P sur 1 plus E plus P sur 1 moins E. Ce qui va nous donner 2P sur 1 moins E carré en réduisant au même dénominateur. Et donc, on en déduit une relation intéressante qui est que P est égal à A facteur de 1 moins E carré. Donc ça, c'est le lien qu'il y a entre le demi-grand axe, l'excentricité et le paramètre P. D'ailleurs, le paramètre P, où est-ce qu'il est sur la conique? Toujours un petit peu pareil. Quand on fait θ est égal à pi sur 2, on annule le cosinus. Donc on voit que P, en fait, c'est cette distance-là qu'on retrouve aussi ici. J'aimerais faire une remarque sur le rôle de l'excentricité. Donc l'excentricité, on a dit qu'elle était comprise entre 0 et 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on appelle ça excentricité? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une ellipse est très excentrée ou peu excentrée? On pourrait faire le rapport R max sur R min. R max sur R min, donc, il nous donne le quotient des rayons entre donc, le rayon à l'apogée ou à l'apocentre et le rayon au péricentre. Donc, R max sur R min vaut 1 plus E sur 1 moins E, E étant strictement plus petit que 1. Alors justement, si E tend vers 0, on voit que E égale 0 correspond en réalité à un cercle. Et oui, on le voit, quand E vaut 0, ça fait R min égale R max égale le rayon du cercle. Donc quand E est très petit, on voit que ce quotient finalement est très peu différent de 1. Ça veut dire que c'est par exemple le cas de la trajectoire de la Terre autour du Soleil. Ce n'est pas tout à fait un cercle comme on le dit très souvent, mais c'est une ellipse avec une excentricité très faible. Donc ça veut dire que le rayon au péricentre et le rayon à l'apocentre sont très proches l'un de l'autre. Donc quand l'excentricité se rapproche de 0, en fait ça veut dire que notre ellipse elle ressemble de plus en plus à un cercle et que les deux foyers se rapprochent du centre de l'ellipse et que le petit axe et le grand axe deviennent pratiquement tous les deux égaux au rayon du cercle.
A contrario, quand l'excentricité tend vers 1, on a vu qu'une excentricité égale 1, c'est plus une ellipse, mais c'est une parabole, donc c'est une trajectoire libre. Mais si on prend par exemple la comète de Halley, une comète qui s'éloigne beaucoup du Soleil et qui revient périodiquement, à peu près tous les 70 ans au voisinage du Soleil, eh bien ça va être une ellipse très excentrée, parce que ça veut dire que le rayon au péricentre va être très différent du rayon à l'apocentre. Donc ça veut dire qu'on comprend que le foyer de l'ellipse est très éloigné du centre de l'ellipse, donc il est excentré. Donc c'est aussi pour ça qu'on appelle ça l'excentricité. Donc on peut voir que quand une excentricité se rapproche de 1, la trajectoire, tout en restant une trajectoire liée, ça veut dire que le point va revenir au voisinage de l'astre attracteur, il va revenir périodiquement, mais en fait il s'éloigne beaucoup et il se rapproche aussi beaucoup donc de l'astre attracteur. Donc c'est le cas en particulier de certaines comètes autour du Soleil. Donc ça c'était une petite remarque sur qualitativement le rôle de l'excentricité. Alors il y a d'autres relations qu'on peut donner et qui nous seront utiles par exemple pour redémontrer la troisième loi de Kepler dans le cas d'un mouvement elliptique. Donc il y a d'autres relations qu'on peut trouver entre le demi-petit axe, on n'en a pas encore parlé, et par exemple donc le demi-grand axe. Alors regardons un petit peu. Prenons le cas où le point est ici, au-dessus du centre de l'ellipse. Alors par symétrie, il est équidistant des deux foyers, et c'est là qu'on va se servir de la propriété MF plus MF' est égal à 2A. Si ces deux valeurs sont égales, c'est que forcément elles valent le demi-grand axe petit a. Donc ici on a le demi-petit axe petit b, et ici on a ce qu'on appelle la distance C. Donc C, c'est la distance entre le centre de l'ellipse, on pourrait appeler ça presque une distance focale, entre le centre de l'ellipse et un des foyers. Et on a un triangle rectangle ici. Donc on voit qu'on peut écrire le théorème de Pythagore, tout simplement. Donc je vais effacer là. Donc le théorème de Pythagore, dans ce triangle rectangle, A carré est égal à B carré plus C carré. Il nous faut démontrer une autre relation qui relie l'excentricité avec le demi-grand axe. Alors on peut démontrer que C est égal à A fois petit e. Alors c'est aussi cette relation, elle nous sera utile dans la suite. Alors pour démontrer ça, c'est un petit peu particulier. Donc il faut se placer dans un triangle, donc en faisant apparaître le paramètre P, une des façons de faire, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a qu'une seule façon de faire, il y a plusieurs façons de faire. Mais mettons le point M ici, donc au-dessus du foyer. Donc on a un triangle rectangle. Et donc on peut travailler dans ce triangle rectangle. Alors la distance ici c'est 2C. On va appliquer le théorème de Pythagore. Donc je vais appeler ce point M1. Dans le triangle rectangle F, M1, F', ici on a la distance P, et on sait que la somme des deux distances ici vaut 2A. Donc on a F, M1 plus M1, F' est égal à 2A. Or, la distance F', M1, c'est le paramètre P comme on l'a vu ensemble. Donc on en déduit que Fm1 est égal à 2A moins P. Donc on connaît cette distance-là qui vaut 2A moins P. Ici on a la distance 2C par symétrie et on va appliquer le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle. Donc le théorème de Pythagore s'écrit Fm1 carré est égal à P carré plus 2C au carré, donc 4C au carré. Et donc Fm1 au carré, ça fait 2A moins P, le tout au carré. Donc on aura 4A carré moins 4AP plus P carré égale à P carré plus 4C carré. Ici A, donc ça va faire C carré est égal à A carré, ou je ne vais pas le factoriser, je vais le laisser comme ça, moins AP. Or P vaut A moins E, 1 moins E carré. Donc je me sers de cette relation-là. Alors voilà, ça c'est assez typique hein, de ces raisonnements sur les coniques. Tout est un peu relié. Donc on voit que les A se simplifient et donc ça fait A carré, E carré. Donc C carré égale A carré, E carré.
Donc on a démontré la relation C est égal à E fois A. Et donc on peut en déduire une propriété qui nous sera utile dans la démonstration de la troisième loi Kepler pour le mouvement elliptique. C'est l'expression de petit b. Donc petit b carré qui vaut A carré moins C carré. Donc ça va faire A carré, facteur de 1 moins E carré, petit b est égal à A racine carrée de 1 moins E carré. Donc voilà un petit peu toutes les propriétés qu'on pouvait donner sur la géométrie des coniques en coordonnées polaires. Alors bien sûr ce sont que des propriétés mathématiques qu'on a données pour l'instant, mais ce sont des propriétés mathématiques importantes pour démontrer un certain nombre de relations sur les trajectoires des satellites sous forme elliptique. Alors bien sûr tout ça, ça va prendre son sens quand on va étudier véritablement, quand on va apprendre à établir ces équations avec la formule de Binet. Donc je te donne rendez-vous dans les prochaines vidéos parce que voilà, on a encore du travail et en tout cas on va apprendre vraiment à mettre tout ça en équation, chose qu'on ne fait plus vraiment aujourd'hui en classe préparatoire. Ça peut être utile pour tous ceux qui préparent les concours à l'agrégation ou au CAPES ou tous ceux peut-être qui sont à l'université et qui étudient ces choses, ou même les élèves de prépa qui veulent aller un petit peu plus loin dans leur cours. Parfois il y a encore des équations de coniques en polaire qui traînent dans l'un ou l'autre sujet de concours un petit peu difficile, peut-être comme Polytechnique. Voilà, pour conclure, je voudrais signaler que j'ai fait la découverte d'une chaîne de chimie un peu analogue à e-learning physique, mais quoique un petit peu différente. Elle est animée par un collègue donc à Toulouse qui s'appelle Raphaël Blaro. Alors sa chaîne, ça s'appelle Blablaro au labo. Franchement, il est super bon. Il fait des montages qui m'impressionnent énormément. Et puis donc il fait des petites vidéos de cours. Il a même un site internet sur lequel il y a des quiz. Et il fait des vidéos dans lesquelles aussi il explique des expériences de chimie, donc recristallisation, distillation. Enfin voilà, il passe énormément de temps à monter ses vidéos. Et on a sympathisé. Et c'est vrai franchement que je trouve que voilà, sur le web, j'ai pas vu mieux en chaîne de chimie qui s'adresserait à des étudiants de prépa. Donc je t'encourage à aller découvrir sa chaîne. Il s'appelle Raphaël Blaro et sa chaîne ça s'appelle Blablaro au labo. Et franchement, c'est top. Voilà, et bien à bientôt pour une prochaine vidéo.